dernière intervention de la journée qui sera sur le thème « Armée-Nation survivront-elles à la grande plateformisation ?» Et c'est Fabrice Eppelboin qui nous fait le plaisir de l'animer. Il est entrepreneur, enseignant et spécialiste reconnu de la souveraineté numérique et de la cybersécurité. Fabrice est fondateur de plusieurs startups. Il analyse les impacts sociétaux et géopolitiques des technologies et intervient régulièrement dans le débat public. Il plaide pour une approche éthique et souveraine du numérique, notamment sur les enjeux de données, de surveillance et d'influence en ligne. Vous avez les 20 dernières minutes de cette journée. Je ne mets pas du tout la pression, Fabrice. Merci. À vrai dire, j'ai réservé pas mal de temps pour des questions. Ah. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une guerre qui se joue sur les réseaux sociaux et des réseaux sociaux en tant que champ de bataille. C'est un enjeu absolument capital parce que derrière les armées, il y a des populations et il s'agit de faire nation. Et pour faire nation, il faut éviter d'être victime d'une multitude d'ingérences, notamment des ingérences étrangères dont on entend parler en permanence à la télévision et vous allez le voir qui sont plus compliquées que ce qu'on raconte à la télévision. C'est une guerre qui se mène avec des armées trolls qui ont été très largement popularisées par Vladimir Poutine, mais tout le monde en a. Et c'est une guerre qui est mondiale. Toutes les nations ont les moyens de participer à ces batailles-là. Les barrières à l'entrée sont absolument ridicules par rapport à celles qu'on connaît dans l'industrie de l'armement. C'est à la portée de n'importe quelle nation. Et c'est une guerre dans laquelle la France a eu des débuts chaotiques. Il y a 5 ans, le ministère de l'Intérieur a annoncé la formation de brigades de contre-discours républicains qui sont avérées assez rapidement être en fait au service du gouvernement pour le défendre de son opposition politique intérieure. Absolument rien à voir avec des ingérences. On a eu de grands scandales pour ce qui est de la sous-traitance à des acteurs privés de ce type de guerre. On a, depuis quelques années, une agence qui est interministérielle, qui dépend du Premier ministre, et qui est gérée, c'est un point important, par un spécialiste de la contre-insurrection, ce qui, pour des ingérences, pose question, même si c'est très certainement un excellent choix. Et puis enfin, très récemment, on a le Quai d'Orsay qui a annoncé la reconversion de ses ambassades, en tout cas des responsables de communication des ambassades, pour en faire des guérilleros de la guerre informationnelle, ce qui va poser un énorme problème parce que la délocalisation, ça ne va pas avec le contrôle. L'armée, évidemment, est présente sur ce territoire de combat. Il y a 5 ans, l'armée était déployée dans un peu plus d'une demi-douzaine de pays d'Afrique, et probablement ailleurs. C'est pas très clair, évidemment. Et ça pose un problème majeur. Le problème d'un territoire qui n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières dans le cyber. C'est une vue de l'esprit. Et dans la réalité, ça n'existe pas. Je vous ai mis le Mali, les frontières du Mali. Est-ce que c'est l'Algérie, la Mauritanie ou la ville de Montreuil? Où s'arrête l'intervention du militaire? C'est pas évident. Et c'est des vraies questions qu'il faut vraiment qu'il est temps de se poser. Plus au sud, à la frontière du Mali, on a le Burkina Faso. Et ce Burkina Faso, on va le retrouver lui aussi, porte de Montreuil, avant-hier, en train de participer à un événement local. Il n'y a absolument aucune frontière. Or, une armée, c'est pas censé s'engager sur son territoire national. Là, vraiment, il n'y a absolument aucune distinction. Tout ça pour vous dire que, contrairement à ce qu'on vous raconte à la télé, les Russes ne sont pas, loin s'en faut, l'acteur principal des ingérences qu'on connaît sur le territoire français. Très loin s'en faut, en pratique, les Russes sont l'arbre médiatique qui cache la forêt. Et la forêt est très très dense, extrêmement dense. Encore une fois, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Je ne vous parle même pas du mercenariat qui est une véritable industrie. Vous avez aussi bien en Afrique qu'en Israël, là, je vous ai mis la plus grosse affaire, Team George, qui est une agence israélienne, vous en avez absolument partout, y compris à Paris, bien sûr. Et une opération d'ingérence, ça commence à quelques centaines de milliers d'euros. Donc
Donc autant dire que le moindre petit État a largement les moyens de faire sa petite opération d'ingérence. Malgré tout, ça n'est pas le plus gros problème que nous rencontrons sur ce territoire. Et le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est un véritable problème de souveraineté qui a été mal résolu et de façon très maladroite et très précaire par le DSA, le Digital Service Act. Le DSA a tenté de pallier à ce problème qui est que sur les réseaux sociaux, la France est un territoire étranger. L'opinion publique française se forme, se discute, évolue dans un territoire étranger. Un territoire qui est, traditionnellement, on appelle ça les GAFAM, pour l'essentiel américain, un peu chinois depuis TikTok, vaguement international avec Wikipédia, mais en aucun cas ni français ni européen. Et c'était la mission du DSA de faire en sorte qu'on retrouve un peu de souveraineté sur un territoire qui n'est pas chez nous, mais sur lequel nos citoyens passent des heures et des heures chaque jour, surtout les plus jeunes. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? Alors, très bonne question, comment sont-elles ? En gros, l'Europe ou la France sont un peu l'équivalent du petit village gaulois qui résiste à un envahisseur impérial américain, cette fois-ci. Mais c'est vraiment la situation actuelle, que ce soit dans le monde des technologies, dans le monde des réseaux sociaux, dans tout un tas de secteurs technologiques. La France est un petit village gaulois et le DSA, que je vais vous résumer en 2 rapides épisodes, a commencé grosso modo à partir de 2018 par une alliance entre un vieux druide et le chef du village gaulois pour mettre au point une potion magique qui allait permettre à leurs valeureux guerriers de combattre les idées et les troupes d'un affreux envahisseur. Je vous ai résumé les 3 premières années du DSA. Si vous voulez en savoir plus, derrière le trait d'humour, il faut aller voir les Twitter Files, qui sont une série de révélations, la dernière datant de la semaine dernière, qui, à partir des archives internes de Twitter, montrent comment le DSA en Europe et la censure aux États-Unis s'est mis en place et s'articule à travers tout un écosystème fait de médias, d'ONG, d'agences gouvernementales diverses et variées, et de collaboration avec des entités de justice pour censurer. Alors la parole des Américains, c'est fini, mais la parole des Européens, on est en plein dedans. Ça ne s'est pas arrêté là, bien sûr, on est en 2022. En 2022, on passe à l'épisode 2. L'épisode 2 a consisté à mettre en application le DSA, donc, courant 2022, et ça, c'est pas vraiment passé de façon idéale, parce que assez rapidement, à l'été 2024, Elon Musk, on est en pleine élection américaine, en plein dans la campagne des élections américaines, ou plutôt au début de la campagne des élections américaines, et Elon Musk accuse la Commission européenne de vouloir passer un deal secret avec Twitter, de façon à censurer de façon parfaitement illégale la parole des citoyens européens. Alors Thierry Breton lui répondra par la suite que tout ça, c'est des trucs de conspi et que ce n'est pas vrai. Toujours est-il que quelques semaines après cette sortie d'Elon Musk, il a présenté sa démission pour des problèmes de gouvernance. Mais on n'a jamais vraiment su pourquoi il avait été poussé vers la sortie. C'est une explication parmi d'autres. 15 jours plus tard, celui qui deviendra le vice-président des États-Unis a annoncé de façon brutale que dans l'hypothèse où l'Europe viendrait à réguler quoi que ce soit concernant Twitter, les États-Unis quitteraient l'OTAN. Et ils sont devenus un peu brutaux depuis
l'avènement de... Et puis, vous connaissez la suite. Trump a été réélu de façon triomphale, et ça n'a rien arrangé aux choses. L'une des premières sorties de Trump à l'égard de l'Union européenne a été très clairement de viser les régulations européennes, au premier rang duquel le DSA. La réponse ne s'est pas fait attendre, et la France a diligenté une investigation visant ni plus ni moins qu'à mettre en prison les dirigeants de Twitter. Après tout, on l'a fait pour le dirigeant de Telegram, pourquoi pas, dans des conditions de détention qui feraient pâlir de jalousie le moindre prisonnier politique russe. Il est au crayon et il a une interdiction de quitter le territoire français. Donc, on est quand même dans un luxe à la française qui sait tenir son rang, mais ça n'en est pas moins un prisonnier politique. Et ça fait de ces menaces de mettre Elon Musk ou le patron de Twitter France en prison des choses qui sont prises très au sérieux de l'autre côté de l'Atlantique. Et d'ailleurs, la réponse du berger à la bergère n'a pas tardé. Il y a une commission d'investigation parlementaire américaine qui a convoqué Thierry Breton pour obtenir des explications sur la façon dont s'est déroulée la mise en place de ce fameux DSA. Et prudemment, Thierry Breton a décliné l'invitation en expliquant que l'Union européenne, la Commission européenne, répondrait à sa place, mais qu'il ne préférerait pas mettre les pieds sur le territoire américain parce que Pavel Durov, tout ça. Et on en est là. Le prochain épisode, parce qu'il y aura un prochain épisode, notez bien, sera a priori sanglant. On a vu les négociations entre Von der Leyen et Donald Trump sur les tarifs douaniers. Ça n'est qu'un début. La suite, je ne vais pas vous spoiler la suite, parce que je ne connais pas la suite, mais je pense qu'on peut s'attendre à une redite des précédentes négociations commerciales et à un gros problème de souveraineté sur notre opinion publique qui va basculer de façon claire, nette, c'était déjà un peu le cas, dans le champ américain. Je vous remercie. Merci. Alors effectivement, vous avez laissé beaucoup de temps pour les questions, oui. Et on a à peu près 7 minutes pour des questions, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Monsieur ? Ouais. Dans l'espace des réseaux sociaux, non. On est sur une confrontation entre deux visions de la liberté d'expression. Une vision qui est, pour ainsi dire, mise à sac européenne, parce que le DSA est fondamentalement en opposition avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La parole du citoyen, en vertu des droits de l'homme, ne peut pas être censurée, sauf si elle est illégale. Les différentes documentations qui sont remontées à la surface, aussi bien des fuites en provenance du Sénat américain que les fameuses Twitter Files, montrent qu'il y a un taux de faux positifs qui est de l'ordre de 90%. Et autrement, sur 10 contenus censurés en Europe, et en France en particulier, il y en a 9 qui ne sont pas illégaux. On a une censure qui va bien au-delà de la loi et qui piétine allègrement la Convention européenne des droits de l'homme. Les Américains ont une vision beaucoup plus laxiste de la liberté d'expression. Vous avez parfaitement le droit d'être nazi aux États-Unis. C'est votre droit constitutionnel. Ça choque énormément en France, mais c'est comme ça. Et donc on est dans une confrontation entre deux visions de la démocratie qui sont de plus en plus différentes, avec l'une qui est partie sur une trajectoire assez guignolesque, et qui a un rapport diplomatique à la France et à l'Europe qui est celui d'une lointaine colonie en périphérie d'un monde qui est centré sur l'océan Pacifique. Donc oui, on va se faire massacrer. On va se retrouver sous souveraineté américaine avec un free speech. Mais quelque part, on a ce free speech depuis déjà une quinzaine d'années. On bénéficie de ce free speech depuis une quinzaine d'années.
Au début, on l'a accueilli à bras ouverts, le printemps arabe. On s'est imaginé que les réseaux sociaux allaient amener de la démocratie, sans réfléchir vraiment à laquelle. On s'aperçoit maintenant que c'est la version américaine, vu que c'est des plateformes américaines. Au cœur des systèmes de réseaux sociaux, vous avez deux concepts fondamentalement américains qui sont le free speech et le communautarisme. La communauté, c'est vraiment la base de systèmes qui font société sur les réseaux sociaux. Et ces deux concepts totalement exogènes à la démocratie française se sont offerts à l'opinion publique française et ont profondément modifié le rapport à l'autorité, le rapport aux institutions, le rapport aux politiques, le rapport à tout un tas de choses, du fait que les Français naviguent dans un environnement totalement exogène dès qu'il s'agit de s'exprimer, dès qu'il s'agit d'échanger entre Français, et que pour être tout à fait honnête, la vision française de la liberté d'expression ne peut pas être transposée dans le numérique. Il y a trop de contraintes. Et d'une façon générale, la Ve République n'est pas vraiment adaptée au numérique. Quand je dis numérique, c'est les réseaux sociaux. Émilie, il y a un micro qui arrive. Bonjour, merci pour cet exposé et puis la mise en scène qui me rappelle quelques campagnes d'influence bien ficelées. J'imagine que vous avez des réflexions sur des solutions pour lutter contre ces grandes campagnes d'ingérence et d'influence dans le respect des principes démocratiques. Voilà, parce que j'entendais beaucoup de critiques, mais est-ce que vous avez réfléchi à des solutions ? Oui, bien sûr. La seule approche raisonnable dans le respect des principes démocratiques, c'est l'éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une solution vu la situation de l'éducation nationale. Si vous êtes conscient de ce qui se passe, si vous adoptez un minimum, l'équivalent de l'hygiène informatique, mais appliqué à l'information, vous allez être à l'abri de 90% des opérations de manipulation. J'ai l'habitude de donner 2 conseils à mes étudiants. Le premier conseil, c'est 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré. Ce qui veut dire, grosso modo, lisez l'humanité et frontières. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Mais ne vous enfermez jamais dans votre propre bulle de filtre. Ne construisez pas votre bulle de filtre. Les algorithmes font ça très bien. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et si, à la bulle de filtre des algorithmes, vous ajoutez la vôtre, qui consiste à ne suivre que des gens avec qui vous êtes d'accord, à ne lire que des gens avec qui vous êtes d'accord, vous allez surmultiplier cette bulle de filtre offerte par les algorithmes et vous allez vous perdre. Le deuxième conseil que je donne à mes étudiants, c'est quand vous absorbez une information, prêtez attention à ce qui résonne chez vous. Est-ce que c'est votre intellect ou est-ce que c'est vos émotions ? Si c'est vos émotions, vous êtes dans une situation de faiblesse absolue. Et c'est là qu'on va pouvoir vous manipuler. Si c'est votre intellect, tout va bien. Mais si c'est vos émotions, vous êtes typiquement en situation de faiblesse. Et à mon avis, avec ces 2 simples règles, vous évitez les 3/4 des problèmes. Donc, vraiment, je pense qu'en dehors de, on va dire, éducation populaire, il n'y a pas de solution. Les solutions centralisées à la française, de censure au prétexte que, une ingérence russe, quand on voit le nombre de faux positifs dans ce qu'on dénonce comme des ingérences russes, quand on voit le fonds Marianne, qui n'est guère qu'une opération pour lutter contre les opposants du président de la République, au prétexte de lutter contre le séparatisme, très clairement, toute solution centralisée mènera vers une catastrophe en termes de droits de l'homme. Donc je prône la décentralisation, ce qui n'entendra absolument personne chez les gens qui me connaissent un peu. Il y avait une question, monsieur. Voilà, vous avez le micro. Avec les nombreuses occurrences d'opérations sous faux drapeau ou de numérique, enfin on parle des têtes de porc en ce moment, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, c'est-à-dire de trop séparer les faits réels des faits numériques, qui pour moi sont tout aussi réels? Est-ce qu'on a... en fait, on n'est pas en train de se tromper de combat. Tu viens de dire l'esprit critique, la séparation de l'émotion des faits. Est-ce que finalement, c'est pas toute la
politique qui est basée sur l'émotion, Complètement. et donc qu'on est en train de perdre la structure même de l'État. Oui. La politique, les médias, tout ça est basé sur de l'émotion. Il y a très très peu de politiques qui s'adressent à votre intellect, hein, et très très peu de médias, extrêmement peu de médias qui s'adressent à votre intellect. C'est pour ça qu'adopter cette hygiène qui consiste à dire est-ce que c'est mon cerveau qui réagit ou est-ce que c'est mon cœur ou mes tripes, super important. Et vous allez voir qu'effectivement, les 3/4 du temps, c'est vos tripes ou votre cœur, ce qui n'a rien de mal. Juste, ça vous sert d'antivirus pour allumer une alerte. On a des ingérences de toutes parts, de toutes nations. On a un talent diplomatique certain du président de la République, hein, qui a démultiplié les ennemis de la France, hein, comme des champignons après la pluie. Là, on est quand même considérés comme des ennemis par les États-Unis et Israël, quoi, qui sont les deux plus grandes puissances à ce jeu, de très 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 loin, champions du monde, très très loin devant la Russie, mais vraiment il n'y a pas photo. Et on a réussi à se les mettre à dos. On a même réussi à se mettre à dos l'un des grands patrons de la plateforme la plus puissante qui soit en matière d'influence politique. On n'est pas doué. J'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux qu'on tombe sur d'un point de vue démocratique, il vaut mieux qu'on tombe sur la coupe des États-Unis, même si en ce moment leur parcours démocratique est chaotique, que sous l'Iran ou la Russie. Mais très clairement, on n'a pas été foutu de construire des champions européens, c'est dans le numérique comme ailleurs. Ce qui fait que notre opinion publique, ces 15 dernières années, c'est en large partie transposé sur les réseaux sociaux. Les médias qui auparavant étaient le théâtre de l'opinion publique sont devenus un acteur parmi d'autres, de moins en moins crédibles, et perdus au milieu d'une multitude de voix qui passent leur temps à affaiblir cette crédibilité des médias, du fait que, d'un côté, on a un jeu un peu bébête, hein, des médias qui dénoncent les fake news issus des réseaux sociaux et qui eux-mêmes, de temps en temps, en diffusent, et de l'autre côté, on a un phénomène criant au sein des médias français, tout particulièrement français, qui s'appelle les mute news. Des informations qui sont absolument capitales pour que tout un chacun se fasse une idée claire de l'état du monde et qui vous sont cachées. Qui, parmi vous, a entendu parler de la publication par les services de renseignement américains de tout un tas d'éléments déclassifiés concernant le Russiagate ? 1, 2, 3, 4... Allez, une vingtaine. Et on est quand même dans un public qui est plutôt au courant de la marche du monde. Les Twitter Files, qui en avait entendu parler ? Et la façon dont... quand même un peu plus. Et la façon dont le DSA a été imaginé en co-construction entre les États-Unis, ou plus exactement l'administration Biden, et Thierry Breton, ou plus exactement l'administration Macron. Ces informations sont absolument capitales, qu'on soit pour ou contre, peu importe. Mais on ne peut pas faire sens du monde, du numérique, pour ce qui me concerne, je m'arrête là, si on n'a pas ce type d'informations. Or, les médias français passent leur temps à cacher des informations. Évidemment, ça fait le bonheur des réseaux sociaux qui se font un plaisir de les mettre en avant de façon à s'attaquer à la crédibilité des médias. On en est à un stade où on est parmi les tout derniers au monde en termes de crédibilité des médias. Si on prend le classement Kantar, qui est l'un des classements de référence, qui a l'immense avantage de se faire chaque année, donc on peut comparer le glissement d'année en année, et qui se fait sur quasiment tous les pays du monde, on a un Français sur 4 qui croit ce que racontent les médias. Les États-Unis sont également à peu près dans ces eaux-là. Si vous allez en Suède, c'est 3 Suédois sur 4 qui croient ce que racontent les médias. En Allemagne, c'est 1 Allemand sur 2 qui croit ce que racontent les médias. Donc quand on en est à 25% de la population qui croit encore ce que racontent les médias, on a perdu la main sur son opinion publique, perdu la main sur un système qui n'était pas non plus blanc-bleu, qui était grosso modo l'aboutissement après un siècle de ce qu'on a mis au point au tout début du XXe siècle avec Édouard Bernays, qui n'est ni plus ni moins que de la propagande. Mais cet appareil-là qui solidifiait la société et qui faisait que pour les plus âgés d'entre nous, quand on était gamin, on avait une demi-douzaine de bulles de filtre qui allaient de l'Humanité dimanche au Figaro.
Aujourd'hui, les bulles de fil se sont individualisées, la société s'est totalement fragmentée, et tout ça dans un territoire qui n'est pas la France, et sur lequel la France a de moins en moins de prise. Fabrice, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci.